Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Et ici, on va parler vrai, on va parler métier et on va parler terrain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec quelqu'un que j'avais très envie de recevoir, Franck Ferret, fondateur de Équipe Habitat. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Toi aussi? Bah écoute, moi, comme toujours, tout va bien. J'ai le plaisir, donc voilà, on va pouvoir échanger une petite heure. Donc j'espère que vous avez pris votre café pour regarder ce podcast tous ensemble. On va passer une heure ensemble et découvrir un petit peu les coulisses de ton entreprise, savoir un peu comment tout se passe et aussi les coulisses de toi, du fondateur. Donc ça va Ok. être un plaisir. Et du coup, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, comme d'habitude, moi j'ai demandé à une intelligence artificielle qu'on connaît tous un peu trop bien, je pense. Et malheureusement, je pense qu'elle te connaît trop bien aussi. De faire une petite présentation, de voir un peu ce qu'elle connaît sur toi. Donc je vais te la lire. Et derrière, tu me dis ce que tu en penses. Tu me dis, ok, bon, c'est bien, c'est pas bon signe, il va falloir que j'arrête un peu les réseaux sociaux parce que là, elle me connaît un peu trop. Et puis, tu me dis ce que tu en penses et puis on en discute. Alors, aujourd'hui, on accueille Franck Ferret, dirigeant de la Pergola Cévenol. Basé à Saint-Hippolyte-du-Fort, son entreprise s'est imposée comme une référence dans la fabrication et la pose de pergolas bioclimatiques et traditionnelles, pour les pros comme pour les particuliers. Ce qui distingue la Pergola Cévenol, c'est un savoir-faire artisanal lié à une vraie stratégie digitale. Avec plus de 50 000 abonnés sur Instagram, Franck a su bâtir plus qu'une boîte, une marque forte, reconnue pour sa qualité, son esthétique et son authenticité. Depuis plus de 15 ans, il pilote une entreprise à taille humaine, attachée à ses valeurs, à son équipe et à chaque détail pour ses projets. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son parcours, de ses convictions, de sa vision et du bâtiment de demain. Voilà un peu la présentation qu'il m'a fait. Qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt réaliste et vrai. Une de mes spécialités, effectivement, c'est la pergola, la protection solaire, la fameuse pergola bioclimatique. Et on a déposé un nom de marque, Dessus? la pergola Cévenol, avec l'accent, c'est mieux. Mais Cévenol. voilà, Pour ça, j'ai essayé de le mettre, hein. on est des vrais spécialistes, on fait plus de 50, 60 pergolas par an. Mais bon, mon premier métier, c'est artisan menuisier poseur installateur, donc on fait de la menuiserie. Mais on a l'habilitation électrique, on est membre du réseau Expert Somfy, donc on a une vraie expertise sur la domotique et sur la gestion automatisée des produits connectés. Et aujourd'hui, gérer le soleil est devenu un vrai bonus pour l'habitat et pour les locaux professionnels, donc on s'est spécialisé là-dedans. Ok, super. Donc, finalement, il était pas trop mal, quoi. Ouais, c'est plutôt vrai. Et bah, si tu veux, te présenter très rapidement, toi, en tant que personne, pour voilà, le concurrencer un peu et voilà, qu'on puisse te connaître un tout petit peu mieux rapidement avant de commencer dans ce podcast. Oui, mais moi, que dire, j'ai 39 ans, je suis père de trois garçons, marié à la femme de ma vie depuis plus de 20 ans, Bravo. enfant du bâtiment, mon père était artisan électricien, donc j'ai commencé à travailler sur les chantiers très jeune, j'avais 15-16 ans. Puis j'ai vite compris que c'était mieux de reprendre ses études. Donc j'ai essayé de devenir architecte, je suis rentré à l'école d'architecture, mais ça ne m'a pas convenu. Puis finalement, j'ai intégré l'entreprise générale du bâtiment où j'ai fini menuisier poseur installateur. J'ai quand même eu une opportunité de rentrer dans une filiale commerce puisque j'étais un bon technicien. J'ai appris le commerce et je suis devenu technico-commercial. J'ai eu la chance d'être recruté par un chasseur de tête. J'ai intégré un grand groupe français sur la Côte d'Azur qui vendait des menuiseries prêtes à poser à tous les professionnels. Ok. Et là j'ai grandi d'un coup, d'un seul, parce que je suis sorti de mon petit univers. J'ai vadrouillé sur tout le sud de la France. Je suis allé jusqu'à avoir un poste de directeur des ventes où j'avais carrément la moitié France et je manageais, je gérais plus de 300 comptes clients et une force de vente de 6-7 commerciaux. Donc 2017, en fait, j'ai décidé de m'installer vraiment à mon compte parce que je faisais du pilotage, je faisais de l'accompagnement B2B. Mais en 2017, je me suis lancé dans le grand bain et puis à force de persévérance et de croissance, on a structuré. Aujourd'hui, on est 15 collaborateurs et on évolue sur le marché de l'habitat et de la rénovation et de la construction. Ok, sacré parcours. Je pense que au moins la description était plus claire que ChatGPT. Et du coup, alors, attends. Du coup, est-ce que tu t'es toujours vu monter une entreprise ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec l'expertise, avec le fait de, voilà, de côtoyer, d'être peut-être du coup par la Et on suite? m'a toujours dit que j'avais les épaules et la dynamique pour être chef d'entreprise. Mais mon père était chef d'entreprise et j'ai vu les difficultés qu'il a eues en tant qu'artisan électricien. Il a déjà coulé plusieurs fois ses boîtes, donc j'ai pas trop voulu reproduire le même schéma.
Bien sûr. J'ai vu des clients à moi en grande difficulté professionnelle en gérant des boîtes, donc j'ai toujours eu ce frein quand même de me dire j'y vais pas, ça craint quand même d'être chef d'entreprise. Et puis après, ben, c'est je pense le schéma, le bon moment. Comme j'avais un très bon poste de salarié à l'époque dans une usine de fabrication, j'en ai profité pour, tu sais, quand on veut se lancer à son compte, on a une aide à la création d'entreprise. Bien sûr. Donc ça m'a bien aidé et bien boosté pendant un an pour structurer, avancer, et puis ça m'a aidé à être aujourd'hui l'artisan épanoui que je suis, quoi. Super. Et du coup, comment t'as. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ta situation, qui ont peut-être envie, mais qui ont quand même ce frein. Comment t'as réussi à enlever ce frein et dire, allez, ok, il y a une aide d'État, allez, maintenant j'y vais, je me lance à mon compte. Ah, c'est le soutien des proches et de certains amis, même de certains clients qui m'ont dit mais qu'est-ce que t'attends, vas-y fonce. Mais je pense que ce qui a été déclencheur, c'est vraiment mon patron à l'époque, pour qui j'avais le plus grand respect, qui était un peu mon mentor et qui m'avait un peu bousculé au bon moment dans ma vie, qui a été aussi force de proposition et qui m'a dit allez, on fonce ensemble, installe-toi à ton compte et puis je t'aide. Ok, donc sacrée aide, quoi, une sacrée. Voilà, donc j'ai démarré comme ça et c'est vrai que je le regrette pas aujourd'hui. J'ai eu des regrets, et j'en aurai encore je pense, des périodes de doute, Bien de sûr. faiblesse, mais je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux apporter, donc aujourd'hui je tiens bon, quoi. Je dis, bah, c'est le principal. Et alors, moi, ce qui m'intéresse souvent, parce que souvent, quand on crée une entreprise comme ça, et même bon, quand on part de zéro, il y a ces premiers mois, même cette première année, ces 2 premiers ans, où c'est dur. Ça peut être très dur. Alors, ça dépend des entreprises, donc Ah ouais, le premier bilan c'est très compliqué. je Euh, veux savoir un petit peu les moments que tu as eu, les moments de doute au début, tu crées ton entreprise, tu dis, ok, bon, ils m'ont tous dit, il faut que je me lance, mais est-ce qu'au Bah, final, en fait, dès que tu es indépendant et que tu as ton compte, tu vois direct que tu payes cash toutes les conséquences de tes actes. Tu n'as pas une entreprise au-dessus, tu vois. Tu fais des erreurs, c'est pour toi. Tu réussis, c'est pour toi aussi. Mais c'est super compliqué parce que c'est les montagnes russes émotionnelles. Tu as des jours et des semaines qui sont extraordinaires et d'autres où tu te dis, maman, mais comment je vais m'en sortir? bien sûr. Mais voilà, après, il ne faut pas rester seul dans son coin. Moi, j'ai toujours été très bien accompagné. J'ai toujours eu du monde pour m'encourager, pour me soutenir. Mon épouse, la première. Et donc, chaque fois que je doute, moi, je ne suis pas de nature à me taire et à garder les choses pour moi. Je partage, je discute, j'échange. Et je suis sorti fort et riche de ça, avec plein de clients aussi qui m'ont partagé leurs doutes et leurs erreurs. Et j'ai fait en sorte de ne pas les reproduire, quoi. Bien sûr. Ouais, donc oui, l'avantage d'avoir été un petit peu dans le salariat, t'as vu aussi ce que peut-être t'as vu ton ancien patron, c'est les doutes qu'il a eu, les galères, du coup peut-être t'as pu en apprendre. Et ça a été quoi un peu là, si on peut le dire, depuis que t'as créé ton entreprise, ta plus grosse galère? Là où tu t'es dit, mais franchement, mais j'ai envie de tout arrêter, on va rester poli, hein, mais voilà, franchement, j'en peux plus, quoi. Ah, la plus grosse galère, c'est d'avoir rentré un chantier trop gros pour moi, d'avoir mal choisi les fournisseurs, ou du moins avoir eu la malchance d'avoir des fournisseurs défaillants, et d'avoir des livraisons partielles, de ne pas pouvoir livrer le chantier, de ne pas pouvoir encaisser, je me dis mais comment je vais y arriver, j'y arrivais pas. C'était une vraie galère. Quand tu es seul au début et que tu génères un chantier à plus de 80 000 euros de menuiserie, ben, tu vois, la moindre erreur, elle coûte excessivement cher. Donc, moi, cette fois-là, j'ai cru que j'allais arrêter, hein. J'ai cru que j'allais laisser tomber. Mais bon, heureusement, j'ai cette ténacité, on va dire, et je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. J'ai toujours envie d'aller au bout des choses, quitte à y laisser des plumes. Je pars du principe que même si je suis dans l'échec ou même si j'en chie, ben, je perds pas, je suis en train d'apprendre et d'acquérir de l'expérience. Je pense que c'est une des qualités les plus importantes dans l'entrepreneuriat, quand on commence de zéro, quand voilà, on crée l'entreprise. Je pense que si cette qualité n'existe pas, faut que tu aies quelqu'un dans ton entreprise qui l'ait, parce que sinon ça va quand même être compliqué. Même si la famille, même si les proches, au final, derrière, le matin à 8 h au bureau, on est tout seul. Donc Ouais, voilà, ouais, j'ai toujours été très attentif à l'équilibre de vie et est-ce que je suis bien dans mon environnement perso, dans mon environnement familial, parce que c'est aussi toute la famille, les amis et puis le boulot. Et en fait, si tout ça c'est assez stable, tu as des bases et des fondations solides pour aller de l'avant, quoi. ça c'est sûr. Et comment tu arrives du coup à gérer tout ça? Parce que je pense que c'est pas simple pour beaucoup. Il y en a qui travaillent beaucoup trop, donc ils ont du mal un peu à gérer perso, pro. Donc comment tu arrives à t'en sortir?
Maintenant, j'ai eu des épreuves dures qui m'ont fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que le travail dans la vie. Et le plus important, c'est quand même que moi j'aille bien, que mes enfants aillent bien, que ma femme aille bien. Donc la priorité, c'est nous, ma famille. Le travail, c'est que du travail, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Mais on est dans des travails passion. Moi, j'adore ce que je fais, donc tu as tendance à parfois être activé au niveau de la machine H24, 7 jours sur 7 tout le temps. Mais il faut être capable de prendre des moments pour soi, de prendre du recul et d'accepter que c'est l'entreprise qui doit être au service de ta vie et pas toi qui dois être au service de l'entreprise. À un moment donné, il n'y a pas que le travail non plus, quoi. Mais ça passe par un long cheminement d'échecs et de réussites pour arriver à accepter et à comprendre que il n'y a pas que le travail et qu'il faut équilibrer et que le meilleur moyen de prendre soin de mes entreprises et de mes collaborateurs, c'est de prendre soin de moi. Si moi je vais bien, le reste ça va bien. En tout cas, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça, tu t'es fait accompagner pour mieux te sentir, pour être bien mentalement, ou c'est vraiment un travail personnel que tu fais? Moi j'ai toujours eu une personnalité un peu atypique en ce sens que je me remets tout le temps en question. Ok, Pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut pour écouter les autres et comprendre que parfois je ne suis pas dans le vrai. Mais après oui, j'ai eu besoin d'aide parce que le plus dur c'est la gestion des émotions. Émotionnellement, j'ai parfois l'impression d'être un enfant, j'arrive pas à gérer les émotions, la colère, la tristesse, le dégoût, c'est chaud. Donc ouais, j'ai demandé de l'aide, j'ai une personne qui est venue en interne qui m'a aidé à faire un audit interne, à faire un séminaire de cohésion d'équipe pour m'aider à y voir plus clair et que ce soit plus factuel et moins ressenti émotionnel. Et puis quand je dormais mal et que la tête commençait à partir en cacahuète, j'ai une amie psychologue qui m'a aidé juste à prendre du recul, à me reposer, à prendre soin de moi et juste, je sais pas, tu vois, le mindset, l'état d'esprit, des fois quand on est trop dans les problèmes, trop dans la dynamique, trop dans l'opérationnel de l'entreprise, mais on voit même plus que ce qu'on fait c'est pas rationnel et qu'on n'est même pas performant. Je sais maintenant prendre du recul et partager le fait que ok, c'est bien d'être tous les jours à 5 heures au bureau et de se barrer tous les soirs à 21 heures, mais en fait tu fais des heures, tu fais des heures, tu fais des heures, et il y a vraiment cette idée derrière que c'est pas parce que tu donnes le maximum que tu es le meilleur. Au contraire, aujourd'hui je fais moins et je fais mieux, donc c'est bien la preuve que ça passe par une organisation et des process. c'est super intéressant parce que donc, moi j'ai eu quelques podcasts avec différentes entreprises et en général, ce qui revient tous, c'est que la plupart des personnes se font accompagner sur la partie mentale. Et je pense qu'il y a je pense que tu peux le dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le bâtiment qui ont peur un peu, je pense, de se faire accompagner sur la partie d'aller voir un psychologue, d'aller voir un coach mental ou des choses comme ça. Parce que voilà, toi, tu as l'avantage de pouvoir te remettre rapidement en question. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, donc qui ont un petit peu plus de mal à prendre du recul. Et je pense que c'est intéressant que justement tu puisses partager ça et que d'autres personnes puissent aussi dire, bah voilà, se faire coacher, aller voir un psychologue, il n'y a pas de honte. Ça va justement t'aider à être plus productif, à passer plus de temps avec ta famille, à réussir. Donc je pense que c'est super, c'est un super témoignage en tout cas que tu puisses faire ça. Ouais, et moi, c'est passé par vraiment plusieurs étapes. J'ai été aidé par un expert en pilotage d'entreprise externe qui a fait l'audit RH et le séminaire de cohésion d'équipe, par le club dirigeant bâtiment, qui est un réseau d'entraide et de partage pour les dirigeants du bâtiment ambitieux et qui sont en forte croissance. Et ça m'a vraiment aidé à reprendre en main, on va dire, mes process, mon organisation, ma vision de l'entreprise. J'étais dans un cercle vicieux sans m'en rendre compte. Comment on passe à un cercle vertueux, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Grâce à Fred Jandin, je ne sais pas si tu le connais, là, Ouais, bien du sûr. club dirigeant bâtiment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Plus la psy, mais c'était une amie qui faisait partie d'un autre réseau dans lequel je faisais partie. Enfin, je la considérais plus que comme une psychologue. Elle était là vraiment bienveillante, humaine, et comme elle commençait à me côtoyer, à me voir, à me connaître, elle me disait, toi là, ça commence à pas aller, tu dors mal c'est sûr, tu es en défaut d'accomplissement de toi et t'as plus envie de voir personne, ça va pas. Tu es au bord du burn-out, il faut faire quelque chose, sinon il y a tout qui va partir en cacahuète et ça va déborder sur le perso, ça va être très compliqué. Et elle a eu les bons mots, voilà, elle a su m'aider, me faire prendre conscience. Ça n'a pas été si difficile que ça, hein. En 4-5 séances de discussion et d'analyse, il faut dédramatiser la psychanalyse entre guillemets, c'est juste on discute, sors ce que tu as sur le cœur, émotionnellement comment tu gères et factuellement comment tu peux améliorer la situation. Et ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, je conseille à tout le monde,
juste d'être ouvert sur j'ai des difficultés, je suis pas bien, qui peut m'aider? Ok, super intéressant. Bon, voilà, en tout cas, c'est un beau message. Si vous nous écoutez et que vous avez sûrement des difficultés, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont partagé votre situation. Et du coup, voilà, rejoindre des groupes d'entrepreneurs de bâtiments comme le groupe que Fred Jourdan a créé, c'est super parce que je pense que ça permet de tous s'entraider et d'aller vers le même objectif. Parce que des fois, sans t'en rendre compte, tu es tellement dans l'opérationnel que tu oublies un peu la stratégie d'entreprise et les objectifs que tu avais. Parce que quand tu as commencé, tu as été un objectif de 1 million, puis au final, maintenant, tu es à 400 000. Tu te dis, ouais, bon, la prochaine, on vise 450 parce que du coup, tu es tellement dans l'opérationnel que tu vises plus à croître ou à se développer en fonction des objectifs que tu avais. Donc, Ouais, ça, puis il faut accepter qu'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, un artisan, surtout dans le bâtiment, ne peut pas juste être artisan. Il est chef d'entreprise, donc ça passe par de la vente, de la gestion, de l'administratif. Il a plein de métiers, plein de casquettes. Donc il y a forcément des moments où tu dois travailler sur ton entreprise et non pas dans ton entreprise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu dois prendre du recul, te poser, analyser, réfléchir. Et ce temps-là que tu prends, il faut te l'imposer. Moi, s'il y a quelque chose que le club dirigeant bâtiment m'a vraiment appris, c'est ça. Prends du recul, impose-toi toutes les semaines, 2 heures, c'est rien, 2 heures par semaine. Tu le cales, tu bouges pas et tu prends du recul et tu travailles sur ton entreprise et sur toi plutôt que dans ton entreprise. Sors de l'opérationnel et pilote. c'est très dur à faire. C'est très dur. Très très dur à faire. De dire, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses 2 heures, tu prends une feuille et tu fais, bon bah voilà, on attend quoi. Il y en a beaucoup, c'est comme ça et je pense que c'est dur à faire. Donc c'est l'avantage, on va dire, de se faire accompagner par des personnes où ils sont habitués à faire ça et à proposer ces services. Donc Le regard extérieur, si je peux encourager d'autres artisans à faire ça, prenez un regard extérieur. Quelqu'un qui n'est pas dans votre entreprise et qui va avoir des infos qui vont lui sauter aux yeux que vous ne voyez même plus. Et d'ailleurs, pour les personnes, c'est vrai que c'est un peu plus personnel, mais pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à aller parler à des personnes, alors c'est bon, ça peut être bizarre, mais l'intelligence artificielle aide à faire ça. Oui, en plus. L'intelligence artificielle peut t'aider à t'expliquer la situation. Elle va être très. Parce que du coup, sans émotion, elle va te dire, bah écoute, en stratégie parlant, ça tu fais pas, ça c'est nul, ça c'est super ce que tu proposes. Et donc en fait, elle va peut-être t'aider à dire, ah oui, mais c'est vrai que c'est bien de faire ça, d'implémenter Exactement. ça. Donc c'est l'avantage, maintenant, il faut l'utiliser. On est en 2025, même si on est une entreprise dans le bâtiment, bah, si vous voulez prendre de l'avance et surtout bah, pouvoir sortir un peu de l'opérationnel, comme tu dis, c'est un moyen très simple de pouvoir le faire tout le temps, d'avoir un peu un coach business, quoi. C'est vraiment un coach que tu as complètement. Donc voilà, moi je le conseille. Moi je le fais personnellement tout le temps. Ma famille, mes amis me disent complètement malade. Parce que je lui parle comme ça pendant 2 minutes, je suis en vocal avec lui parce que voilà, ça me permet de me recentrer, de savoir où je vais. Je pense que c'est super important. En tout cas, voilà, merci pour ce partage. Là, on va passer à la petite mini-activité. Ça va être simple. 5 questions. Je t'envoie 2 réponses. Donc voilà, c'est un peu un tu préfères. Tu choisis ce que tu préfères. Tu peux l'expliquer un petit peu. Des fois, voilà, si tu veux expliquer, tu as le droit. Si tu veux pas expliquer, c'est bon aussi. Et puis derrière, on passera donc à la partie vraiment opérationnelle du coup de ton entreprise, savoir un peu comment ça fonctionne, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Est-ce que ça te va? On y va? Ouais, allez. Allez. Alors la première question, est-ce que tu aimerais rester une entreprise locale un petit peu comme tu l'es, ou alors devenir une marque nationale distribuée partout en Europe? Non, plutôt rester local. Rester local? Ok. Deuxième question. Passer à la télé pour ton entreprise, donc voilà, tu fais une petite interview, ou alors t'écris un livre sur ton parcours entrepreneurial. Il faut faire un choix, je dirais passer à la télé. Purement la promotion? Ouais, mais non, c'est parce que je suis conscient de l'effort et de l'énergie que ça demande d'écrire un livre et clairement, j'ai pas le temps pour ça. Après, tu laisses une trace plus importante en écrivant un livre, mais je suis pas un écrivain. Clairement, c'est un autre métier. Je suis pas écrivain. Ouais, non, c'est sûr. J'imagine. Ça, chacun son métier. Ok. Troisième, alors, parce que je sais très bien qu'en tant qu'entrepreneur, souvent on aimerait bien gagner 2 heures de temps libre par jour. T'as 2 heures en plus dans ta journée, t'en fais ce que tu veux. Ou alors tu ne ressens plus jamais de stress ou de doute dans ton entreprise. 2 heures par jour. Ah ouais, d'accord. 2 heures par jour, passer à 26 heures, ça changerait beaucoup de choses. Hein. Non, parce que c'est trop utopique. Pas de stress et pas de doute. Il en faut du stress et du doute justement pour grandir et pour construire. Ok, très intéressant. Alors, est-ce que tu préférais passer 6 mois à fabriquer en atelier ou alors 6 mois à vraiment piloter ta stratégie de développement dans ton bureau? Dans le sens, t'es 6 mois, soit t'es que en atelier, soit t'es 6 mois que dans ton bureau. À Ah non. piloter.
ou l'atelier? Non, non, si moi dans mon bureau, je deviens fou au bout d'une semaine, c'est pas possible. Donc tu choisis l'atelier? Ouais, ouais. Ok. Et la dernière question, est-ce que tu préférerais présenter du coup une conférence devant 300 personnes pro du bâtiment, tu expliques ce que tu fais, ou alors tu filmes une journée immersive dans ton atelier, vraiment en tant qu'un peu influenceur bâtiment, tu expliques un peu comment ça se passe. Non, en conférence, il me faut de l'humain, il me faut de l'échange. Ok, Peu importe le nombre d'humains que j'ai en face de moi, j'ai pas peur. ok, intéressant. Moi je trouve ça pourrait être intéressant de vraiment mettre en place des conférences de bâtiments, des choses comme ça. Ça Ouais. se fait pas. Il y a plein, toutes les, par exemple, les métiers, les startups, les choses comme ça, c'est hyper développé. De filmer voilà, de filmer son entreprise, de faire des conférences. Dans le bâtiment, il y a très peu de personnes, au final, les personnes sont hyper isolées, quoi, sur ce côté-là. C'est vrai. Eh bien, écoute, merci pour ces 5 petites questions. Maintenant, on va passer un peu à l'intérieur de la machine, ton organisation, fonctionnement. Donc voilà, on connaît un peu mieux ton histoire. Maintenant, je pense qu'on aimerait tous vraiment connaître comment Franck est arrivé à créer une entreprise comme ça, avec autant de salariés, qui tourne aussi bien, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui a donc voilà, qui a posé un projet du coup sur la pergola bioclimatique. Donc voilà, si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Ben déjà, mes forces, on a tous des forces et des faiblesses, et je me suis toujours intéressé à mes forces. Qu'est-ce qui me rend bon et différent et qui fait que je suis moi? Mes faiblesses aussi, bien sûr, je fais attention à ça et j'essaye de les combler au maximum, mais ça passe par la soif de connaissance et l'envie de partager et d'apprendre. Mais moi, voilà, ma zone de génie, ça a été la technique liée au commerce. Et je suis devenu un super commercial parce que je me suis intéressé aux techniques de vente et je suis devenu un technicien de la vente. Comme j'étais un technicien sur le chantier, j'ai une analyse et un résultat visuel et pratico-pratique de où je veux aller et qu'est-ce que je veux faire. Ok, Avec ce souci juste de l'humain, j'aime le partage et je suis convaincu, et je fais attention à ça, d'être utile à mon prochain pour plein de choses. Donc, à un moment donné, il faut apporter du service, il faut apporter des produits, mais mon premier objectif, ça paraît fou, mais c'était pas de vendre et de faire du business, et c'était pas de faire du chiffre et de faire des résultats. Mon premier objectif, c'était d'apporter des solutions à des gens qui ont des problèmes d'isolation, de protection et de gestion du soleil. Et j'avais une expertise de ça puisque j'étais technicien du bâtiment, et en plus j'avais une capacité à comprendre le besoin et donc à non pas vendre mais à aider à acheter. Donc on a construit une équipe Habitat autour de ça. ok, super intéressant. Et du coup, comment ça arrivé un petit peu le fait que tu aies pu poser un brevet? Vraiment, c'est quoi un petit peu la partie technique? Là, si demain tu devrais présenter ton entreprise à une personne qui ne connaît pas encore, dis, voilà, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Tu dis, voilà, un peu un pitch de vente, du coup, si tu es bon, un bon commercial. Ben, Équipe Habitat, c'est un groupe en fait de plusieurs entreprises, de plusieurs spécialités, plusieurs savoir-faire. On a simplifié les choses avec 3 missions: équiper, protéger et isoler. Équiper les extérieurs avec une offre complète de pergola et la fameuse marque la Pergola Sevenol. Donc on équipe tous les extérieurs des hôtels, des restaurants, des campings et des particuliers pour aménager les extérieurs et gérer le soleil, avoir un apport de chaleur naturelle l'hiver et faire des économies de chauffage, avoir un apport d'ombre naturel l'été et faire des économies de clim. Ensuite, on protège les locaux avec une entreprise dédiée sur Nîmes depuis 1992. C'est une entreprise que j'ai rachetée à mon parrain, où on fait tout ce qui est alarme, vidéosurveillance, domotique, automatisme, fermeture. Ok, Donc on va vraiment protéger les locaux professionnels ou les habitats ou les campings aussi, les hôtels, les restaurants, contrôle d'accès, tout ça, on a une spécialité là-dessus. Et c'est complémentaire à notre activité de menuiserie, où là on apporte une réponse pour isoler, parce que la meilleure fenêtre du monde, si elle est mal posée, elle ne fait pas son job d'isolation, d'ouverture et de fermeture. Donc on gère aujourd'hui des chantiers en neuf et en rénovation pour apporter de la lumière, apporter du confort pour tout ce qui s'ouvre et qui se ferme, et toute matière. Donc on est 15 collaborateurs. Le métier de base pour moi c'est artisan, menuisier, poseur, installateur, mais comme j'ai une appétence électrique parce que j'avais mon père qui avait une entreprise d'électricité et que j'ai racheté une boîte de domotique et d'automatisme à l'habilitation électrique, et en fait c'est hyper complémentaire. On a énormément d'objets, les volets roulants, les volets battants, les portails qui sont motorisés, qui sont connectés, les pergolas, les stores. Et aujourd'hui on a une vraie expertise par rapport à ça et on apporte une solution clé en main pour gérer et automatiser le confort, mais aussi aller vers de l'économie d'énergie, parce qu'en faisant ça, on arrête de surconsommer en chauffage ou en clim, parce qu'on gère les équipements qui peuvent le faire à notre place. ok.
Super intéressant. Et du coup, euh, là par exemple, demain, il y a un client qui vient te voir, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour économiser de l'énergie? Il a une petite maison, il a 100 mètres carrés dans le sud de la France et il aimerait économiser de l'énergie, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'implémenter? Déjà, je peux rien conseiller tant que j'en sais pas plus. Qu'est-ce qu'il y a comme menuiserie, qu'est-ce qu'il y a comme volet, qu'est-ce qu'il y a comme isolation au niveau des combles, parce qu'on a une démarche RGE Calibat, on est artisan RGE, donc on nous forme à avoir une analyse complète de l'enveloppe, donc les murs, comment ils sont faits, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'ils sont isolés, est-ce qu'ils sont protégés, les ouvertures, les fermetures, les combles, la toiture, tout ça, ça s'analyse. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des logements sont pas optimisés pour ça. Donc Ok, automatiquement, si tu veux faire des économies d'énergie, il faut t'intéresser à l'enveloppe de ta maison. Comment elle est protégée, comment elle est isolée. C'est obligé qu'il y a des choses à améliorer. Donc il faut l'analyser. Pour ça, il faut faire des découvertes, il faut poser des questions. Et l'idéal pour nous en tant qu'artisans, c'est de se déplacer sur place et de voir pour vérifier techniquement qu'est-ce qu'on peut proposer. ok, super. Et du coup, là demain, on travaille ensemble, comment ça se passe la démarche? Moi, voilà, je pose ma demande, c'est quoi un petit peu le process? Alors évidemment qu'il y a tout en fonction de ce que tu poses et le devis, mais un peu c'est quoi le process? Comment ça se passe? Ben, déjà, pour bien faire notre travail, nous, on a besoin de trois choses essentielles, sinon je ne fais pas de chiffrage. J'ai besoin de savoir ce que tu veux faire et pourquoi et à quoi ça va servir. Ça paraît tout bête, mais si tu ne poses pas les questions, tu ne sais pas. J'ai Bien sûr. besoin de vérifier techniquement que je peux t'apporter des solutions. Et enfin, j'ai besoin de savoir financièrement ben, quel est le budget en face de ce que tu me demandes. Parce que si tu n'as pas le budget, ben, je ne peux pas t'apporter des solutions miracles. À un moment donné, les choses ont un coût. Donc si tu n'as pas d'idée, je peux estimer, mais l'idée après, c'est qu'on a un parcours client où si on commence à se rencontrer, à se voir, on va se voir au moins trois, quatre fois. Une première fois pour étudier, pour comprendre le besoin, pour affiner, pour faire une proposition. Une deuxième fois pour valider si on va ensemble et il faut faire un relevé technique, un métrage pour lancer en fabrication en commande. Une troisième fois pour l'installation, pour la pose, pour la livraison et s'assurer que tout va bien. Puis en général, une quatrième fois pour la réception, l'explication, l'analyse. Et puis c'est un moment aussi où je demande des recommandations, des avis clients. Et comment vous avez vécu l'expérience client chez nous et qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, comment on pourrait s'améliorer. Ok, ça c'est un super, super point du coup, je pense. Euh, voilà, tout ce qui est stratégie de bouche à oreille, je pense que c'est super important les recommandations maintenant dans le bâtiment. Et du coup, concrètement, c'est quoi un peu tes retours sur tout ça? Quand tu fais des stratégies de recommandation, est-ce que les gens sont plus ouverts à donner voilà, à donner est-ce que ça t'apporte beaucoup de clients, ça t'apporte des recommandations? Comment tu établis un peu tout ça? Ah oui, oui, le bouche à oreille est fort, mais on n'a pas que ça, et surtout, ça passe par oser demander aux clients, puisque vous êtes satisfait de mon entreprise, de mes produits, de mes services, de ma personne, parce que c'est souvent aussi ça, qui je pourrais appeler de votre part qui pourrait être intéressé également. Et on a toujours un contact ou deux. Parfois même, on a des gens à qui on a fait des devis, mais qui n'ont pas donné suite avec nous, qui ont tellement aimé l'approche, la démarche, le parcours et tout, qui nous ont recommandé, qui nous ont conseillé à d'autres, alors qu'on n'avait jamais travaillé avec eux et qui ne savent pas si on travaille bien ou pas. Donc ça, c'est super. Mais trouver des clients, ça passe aussi par de la prospection, plan d'action de prospection régulier, présence sur les réseaux, en physique et en virtuel, recommandations, parrainage, enfin, on a tout un tas d'outils. On a le magasin aussi, on a les sites web. Concrètement, il faut qu'on nous voit, il faut qu'on nous trouve, et puis il faut que quand tu cherches, ben, tu puisses tomber sur nous, quoi. Bien sûr. Et du coup, tu mets quoi un peu en place? Donc voilà, tu as ce système de recommandation. Derrière, sur le système de prospection, sur la partie digitale, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton entreprise pour que ça t'apporte constamment de nouveaux clients et de nouvelles demandes? On a mis en place un plan d'action de prospection, c'est-à-dire qu'on ne se déplace plus jamais d'un point A à un point B sans prospecter alentour, aller se présenter toujours avec l'objectif, tous les jours on a l'objectif de se présenter à une personne qui ne nous connaît pas, que ce soit professionnel ou personnel, et de nous faire connaître. Ok. Et idéalement tous les jours de récolter une demande avec un projet concret derrière. Donc tu fais ça tous les jours de manière récurrente avec de la rigueur et de l'engagement et ça marche, hein. Ah non, j'imagine. Donc la prospection locale, un peu, j'imagine autour des chantiers que vous avez déjà fait, des choses comme ça? Partout, partout. Enfin, Partout. moi, non mais du moment qu'il y a de l'humain et quelqu'un avec qui je peux discuter, échanger, lui il va m'apprendre quelque chose, je connais peut-être pas son métier, et moi je peux lui apporter quelque chose, il connaît peut-être pas mon entreprise et mes services. Ça passe juste par un contact simple d'humain à humain. Bonjour, on n'a pas encore le plaisir de se connaître, moi je fais ça, moi je suis... Et vous faites quoi? Et après je m'intéresse aux personnes, et puis c'est le nombre de contacts et de projets que j'ai eu par rapport à ça, c'est incroyable.
Bah écoute, en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient prendre note de ça. Mais Allez, c'est mon parcours de vente qui m'a dégauché aussi par rapport à ça. Oser passer la porte d'un magasin où tu ne connais personne, oser poser des questions, oser prospecter, enfin, oser piloter ton activité commerciale aussi, parce que c'est ça, en fait, toutes les entreprises tournent uniquement si on vend. À un moment donné, si tu vends rien, ben, ça ne tourne pas. sûr, Et ça passe donc par de la vente. Et dans la vente, il y a de la prospection, obligatoirement. obligatoirement. Non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de cette action, que ce soit dans plein de milieux différents, le bâtiment, même les startups, c'est des choses où, bah, en fait, avoir le courage, parce qu'il y en a, c'est voilà, le courage d'aller casser cette porte, parce que le virtuel, c'est simple, plus simple, on va dire, mais aller le Oui, courage à il faut prendre la du porte, courage, mais la peur, c'est quoi? C'est un sentiment aussi, c'est une émotion. c'est Donc il faut passer outre et prendre conscience que tu as peur de quoi finalement? Qu'est-ce que tu as à perdre? En allant faire ça, tu as peur de quoi? Il faut mettre des mots dessus, c'est quoi dont tu as peur? Qu'un humain te dise ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Et alors, qu'est-ce que tu auras perdu? Au contraire, tu auras peut-être gagné même une étape de plus dans ah ben ouais, finalement, c'est pas si grave qu'on me dise non. Ouais, Et après, tu vas oser demander pourquoi non. Tu vas oser discuter avec la personne, tu vas oser aller plus loin, tu vas oser. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit non, ça m'intéresse pas, merci, au revoir, et que finalement on discute et que ça devient un partenaire et que on avance ensemble, c'est sidérant. C'est juste que c'est aussi dans ton énergie, dans ce que tu communiques, faire comprendre à la personne que tu n'es pas là pour vendre à tout prix, mais que tu es plutôt là pour aider à acheter ou pour comprendre, ou en toute bienveillance, ben, essayer d'apporter des solutions sur un marché où tout le monde a des besoins. On a tous une maison et un toit sur la tête normalement. Même en tant que locataire, il y a des choses que tu aimerais améliorer. Donc il y a un propriétaire que tu peux solliciter. Donc ça passe par juste du contact humain et de la bienveillance. non, non, et puis en plus, souvent les personnes ont peur du non, mais au fur et à mesure que tu prends un non, bah en fait, comme tu le dis, si tu arrives à discuter, à échanger avec eux, en fait, le non, c'est un peu de réaction. La personne qui va te dire oh, non, 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 prospectez pas, c'est un peu juste oh non, j'ai pas envie, rentrez pas dans ma zone. Puis après, au final, si tu arrives à discuter avec eux, ça se trouve, ils étaient super intéressés, ils disent Des ben fois, oui, il y en a, ils disent non, ils n'ont même pas entendu écouter ce que tu voulais dire. Ils sont ça c'est tellement sûr, sursollicités aussi toute la journée que. complètement. Mais bon, voilà. Et puis, il ne faut pas lâcher aussi. C'est pas parce que tu as pris un non aujourd'hui que demain, ce ne sera pas un oui. Moi, il y a plein de fois où je me dis, bon, ben là, c'était pas le bon moment. Et un jour, tu insistes, t'es là, au bon endroit, au bon moment. Et bam, et ça décolle. Et c'est aussi parce que la personne, quand elle te voit ben, de manière récurrente, elle s'aperçoit que ben, tu es une personne qui a l'air sérieuse, qui est bien, qui se présente bien, qui a une bonne énergie. Et donc, à force, tu donnes envie de travailler avec toi. Complètement. Donc ça passe. Et d'ailleurs, à force de te voir, je pense que du coup, tu as une grosse stratégie digitale qui est mise en place. J'ai pu le voir un petit peu sur tes réseaux sociaux, donc moi ça m'intéresse de connaître un petit peu plus sur cette stratégie, un peu tes retours que tu as eu dessus. Est-ce que ça a eu un réel impact dans ton entreprise, toute la stratégie digitale que vous avez mis en place? Oui, ça a eu un gros impact. Déjà, personne n'y croyait. Et moi, je me suis lancé à fond là-dedans au mois d'août l'année dernière, donc ça fait même pas un an, tu vois. Ok, Avec l'idée concrète, comme sur le terrain, si tu veux bien prospecter, te faire connaître, il faut occuper l'espace. Donc pareil pour les réseaux sociaux, si tu n'es pas présent, les gens ne te voient pas, les gens ne te connaissent pas, les gens ne t'entendent pas, les gens ne pensent pas à toi. L'objectif, la stratégie numéro 1, c'est de se dire comment devenir la référence et le partenaire préféré de nos clients dès qu'il y a un besoin. Il faut occuper l'espace, il faut se faire connaître, il faut parler. Donc après, il y a peut-être des posts qui nous ont fait défaut et qui nous décrédibilisent, mais c'est pas grave, c'est nous, on est vrai. Donc c'est comment on attire à nous le client idéal et celui qui est prêt à nous respecter à notre juste valeur et à nous considérer, si ce n'est qu'en communiquant naturellement comme on est. Même là, avec ce podcast, il y a des gens qui vont peut-être me détester, qui n'aiment pas ma façon de parler, qui n'aiment pas ma vision des choses et qui n'aiment pas mon état d'esprit. C'est pas grave. Et d'autres qui vont adorer, qui vont avoir envie de travailler avec moi. complètement. Mais si on ne se montre pas et si on ne parle pas de ça, du coup on stagne. Donc c'est aussi sortir de sa zone de confort et aller vers une stratégie de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, avec aussi cette vision que de plus en plus les gens achètent plus qui on est. Avant même, ils achètent qui on est nous plutôt que ce qu'on fait. Parce qu'il y a tellement d'intervenants sur le marché que qu'est-ce qui fait la différence? C'est les hommes qui font l'entreprise. Donc la stratégie digitale, c'est de mettre ça en avant
et de me montrer tel que je suis. Voilà, moi je suis artisan, je suis musicien, je suis bon dans les techniques de vente et je partage ça et j'en parle. Et comme ça, il n'y a pas de surprise. Et les gens qui me reçoivent, des fois, j'ai l'impression qu'ils me connaissent mieux que s'ils m'avaient jamais rencontré. Donc ça aide aussi à briser la glace et à aller de l'avant pour mieux les accompagner, toujours avec cette idée de comment je peux vous aider à acheter et à trouver des solutions, plutôt que de vous vendre quelque chose. Moi, je m'en fous de vendre en fait. Est-ce que j'apporte une solution et est-ce que ça vous fait plaisir de travailler avec moi? En tout cas, ouais, parce que moi, je te vois tous les jours sur LinkedIn, donc je peux pas t'oublier. Je vois tes posts tous les jours. J'ai vu le petit post à la guitare ce matin, il me semble. Bravo déjà, félicitations. Donc voilà, Ouais. si vous écoutez ce podcast et que vous voulez entendre un bon chanteur, allez sur le LinkedIn de Franck. Vous allez pouvoir écouter quelques mélodies qu'il a faites. Euh, ouais, La musique fait partie de nos vies à tous. complètement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a toujours une musique qui, dès notre plus tendre enfance, on a eu des musiques qui nous ont bercés, donc la musique fait partie de nos vies, elle dégage une énergie. Et quand on a la chance de pratiquer et de jouer d'un instrument de musique, on est apte à transmettre cette énergie. Et ça va encore plus loin dans les paroles et dans les textes que des auteurs-compositeurs que j'adore, comme Francis Cabrel, arrivent à mettre en lumière. Il y a des émotions, des mots, des moments qu'on peut vivre, qui grâce à des mots qu'on met en chanson, peuvent apaiser un petit peu les tensions et aident à aller de l'avant. Donc moi je prends plaisir à partager ça. Et c'est aussi un moment où je me défoule et où je prends soin de moi. La musique me nourrit. Tu penses que ça a eu un réel impact dans ta vie, dans ta vie perso, dans ta vie pro, la musique, le fait que tu puisses faire transmettre des émotions, le fait que tu puisses un peu te libérer avec cette musique? Ah oui, complètement. Enfin, en plus, je suis batteur, moi aussi, je fais de la batterie. Donc, Ok. crois-moi que quand j'ai un peu de colère accumulée ou que je commence à être tendu, j'envoie du son sur la batterie, je me défoule, je sors de là, je suis neuf, je suis tout neuf. Il y en a qui vont courir, il y en a qui vont Bien sûr. jouer et faire du sport ou autre chose. Moi, c'est la batterie, voilà. Alors, les chantiers m'aident à me défouler aussi, mais c'est pas. Mais la batterie, quand j'envoie du son et que je me défoule, voilà, j'extériorise en fait. C'est ça qu'il faut faire. Il faut extérioriser ce que tu gardes en toi et qui te bouffe de l'intérieur, quoi. Complètement. Ouais, c'est parce que voilà, je pense que chaque personne a un petit peu son monde qui lui permet de sortir, de vider sa tête. Il y en a, comme tu le dis, c'est le sport, il y en a d'autres, c'est la musique, il y en a d'autres, ça peut être un film même peut-être. Donc je pense que faut trouver, surtout quand on est entrepreneur, faut trouver un peu ce moment à soi pour pouvoir tout libérer en fonction de ce que t'aimes. Donc faire quelque chose que t'aimes, c'est mieux quand même. Pour se libérer et pour libérer un peu ses émotions parce que d'une, ça impactera moins ta vie de famille derrière. Et puis derrière, tu seras plus focus dans tes objectifs et dans ton entreprise. Ouais. Euh, Dernière petite question. Euh, Comment tu vois le bâtiment évoluer, toi, dans les prochaines années, que ce soit avec le digital, que ce soit... Quelle est un peu ta vision là-dessus? Je pense qu'il aura toujours du retard, mais qu'à force, il va savoir valoriser la filiale. Enfin, c'est puissant de voir à quel point les hommes sont capables de merveilles et de pire folie, mais le bâtiment, depuis toujours, c'est incroyable ce que les hommes sont capables de faire, et ça, il faut le valoriser, il faut le montrer. Je trouve que le digital peut aider le bâtiment pour ça, à ce que les gens considèrent un peu plus l'artisanat français, le bâtiment, grâce à tous ces artisans et tous ces métiers du bâtiment et toute cette expertise, fait que concrètement, tout le monde a un toit sur la tête et a des équipements qui fonctionnent. Donc, il faut le valoriser, il faut le montrer, voilà. Moi, je trouve ça très intéressant, et donc c'est ce qu'on essaie de faire avec ce podcast, des choses comme ça, parce que il y a plein de métiers qui sont pas du tout valorisés en France, et pourtant ils sont super importants et ils mériteraient d'être valorisés. Pour te donner un exemple, hier, donc j'ai eu une personne du coup, qui travaille aussi dans le bâtiment, mais c'est un fournisseur, donc c'est plus sur le côté usine, et il fait des posts sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux, etc. aussi. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait l'usine, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Et il y a plein de gens, je pense, qui ont des a priori sur le bâtiment, que ça soit pour se lancer dans le bâtiment, pour travailler dans le bâtiment. Je pense aussi à beaucoup de femmes peut-être qui nous écoutent. Je sais pas s'il y en aura beaucoup qui nous écoutent jusqu'à là, donc on est déjà à 40 minutes, mais voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori, oui, le bâtiment, un monde très masculin, un monde très fermé, où les gens ont peut-être peur d'y rentrer. Et je pense que le fait de poster sur les réseaux, de montrer qu'en fait on est naturel, que toutes les personnes sont, voilà, le fait que tu postes tous les jours sur LinkedIn, le fait de poster voilà, juste l'être humain et pas l'entreprise et pas le bâtiment lui-même, je pense que ça peut aider énormément le bâtiment. Tu as raison, je pense qu'il y aura toujours un peu de retard, euh, mais on espère que ça. Parce que dans le bâtiment, on est des taiseux, on dit rien, on reste dans notre coin,
On dit beaucoup pour vivre heureux, vivons cachés, reste dans ton coin, surtout ne te fais pas trop connaître parce que sinon, non, comment tu attires à toi des gens qui te respectent ou même des clients si tu te montres pas. Mais je comprends que c'est dur à assumer et c'est vrai que le bâtiment c'est dur, c'est une école de la vie, tu apprends plein de choses et il faut valoriser cette idée que quand même le meilleur outil de l'homme c'est nos mains et notre tête associée. On est capable de faire des choses folles. Et dans le bâtiment, tu le touches du doigt très vite. Même un apprenti qui démarre, quand il apprend quelque chose, il arrive sur un chantier, ça y était pas, il fait le taf, le soir, l'installation est faite, et c'est lui. Et donc, satisfaction, après, il faut aimer ce que tu fais, il faut s'engager. Il y en a qui viennent dans le bâtiment qui n'aiment pas du tout ça, et qui préfèrent changer. C'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Il faut aimer ce que tu fais. C'est le plus important. Moi, j'y suis revenu, j'ai appris. J'en ai chié, j'ai souffert, j'ai voulu me barrer parce que c'était trop compliqué, puis il y avait des heures de travail de dingue. Et moi, quand j'avais 20 ans et que les potes ils sortaient s'amuser parce qu'ils avaient des travails qui n'étaient pas fatigants, alors que moi j'étais rincé de ma journée de chantier et que j'étais même pas apte à sortir avec eux, j'ai voulu arrêter, j'ai repris mes études et j'y suis revenu parce qu'en fait, il n'y a rien de plus satisfaisant que de construire avec tes mains et d'aider et sur un projet durable en plus. On laisse une empreinte de tout ce qu'on apporte de partout, c'est incroyable. Parce que ça, c'est vrai. Parce que souvent, les personnes, quand ils se réveillent le matin, quand on se réveille le matin et qu'on voit notre cuisine, on pense pas forcément à l'artisan qui l'a faite, mais au final, c'est grâce à lui qu'elle est là. Et sans lui, elle serait pas aussi belle, on serait pas aussi content de se lever, de se poser dans notre canapé, de regarder notre salon qui est super bien, ou de ne pas avoir à mettre la clim parce qu'on est super bien isolé, ou des choses comme ça, quoi. Donc on n'y pense pas. C'est ça. On n'y pense pas, et pourtant, c'est grâce à eux qu'on peut vivre dans de telles conditions. Puis ça a du sens en fait ce qu'on fait. Tu vois, moi quand je bossais en électricité, des fois il fallait que j'aille dans les combles, j'en chiais pour tirer des câbles, pour installer des spots, tout ça. Mais tu sais que la finalité c'est que quand tu vas enclencher, paf, il y a la lumière, c'est génial, tu peux régler, le client il rentre chez lui le soir, il est super content. Mais il ne va pas penser à toute l'énergie que tu as déployée dans les combles, à mal respirer, à prendre des bestioles, à prendre de la poussière et tout, à en chier parce que clairement c'est très difficile dans les combles, mais dans le vide sanitaire c'est pareil, des fois tu fais des trucs de folie. Mais avec la finalité que derrière, il va y avoir un résultat. C'est ça qui est dingue. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent pas forcément au résultat et que pour eux, c'est normal, quoi. C'est ton travail, donc tu dois le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Ok. On va passer à une petite rubrique que j'aime bien, moi. C'est un peu la vie du jour, la question du moment. Une petite actu sur le secteur, une actualité. Et j'aimerais un peu ton avis dessus, savoir ce que tu en penses. Donc, selon la CAPEB, c'est la source, une entreprise sur deux rencontre de grosses difficultés de recrutement, manque de candidats, manque de motivation, même parfois les jeunes apparemment se présentent pas aux entretiens, donc c'est ce qu'ils expliquent dans leur article. Je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, toi, en termes de recrutement, tu as 15 collaborateurs, comment tu arrives un peu à gérer ça? Je pense que c'est vrai, c'est une réalité. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et d'expertise et de personnes qualifiées. Je galère comme les autres à recruter. Mais comment on y arrive? Ça passe aussi par un plan d'action de recrutement à l'année, toujours. Que je recrute pas, je dis que je recrute tout le temps et un jour tu tombes sur une bonne personne. Moi je suis capable de créer un poste pour une rencontre humaine. Quelqu'un que j'ai rencontré, que je trouve super, qui a le savoir-être et un état d'esprit qui correspond aux valeurs du groupe et qui a envie d'avancer avec nous, je crée le poste et on va de l'avant. Donc c'est aussi être capable de ne pas recruter uniquement sur tes besoins, mais de rester aussi ouvert à des possibilités de tiens, qui pourrait m'aider à développer mon entreprise et comment je pourrais aller de l'avant. Si tu es trop basique en disant bon ben là j'ai besoin d'un poseur de plus ou j'ai besoin d'un installateur de plus ou là, et tu recrutes que pour ça, déjà le marché est tellement mince que les bons en général ils sont déjà chez des confrères en train de travailler, et si tu en trouves qui sont libres sur le marché, malheureusement en général c'est qu'ils sont mauvais. Ils ont beaucoup à apprendre. Donc après moi face à ça j'ai essayé de recruter des personnes qui avaient le bon état d'esprit, le savoir-être mais pas les compétences, en considérant que les compétences ça s'acquiert et qu'on peut aller de l'avant, mais en fait c'était pas suffisant. Il faut vraiment avoir des personnes qualifiées, des personnes qui sont capables d'avoir la tête sur les épaules, d'être bien structurées, bien organisées, pour pas envoyer des heures sup de tous les côtés non plus, et pour pas s'essouffler, parce que recruter c'est bien mais il faut les garder après les collaborateurs. C'est souvent le... Et je te rejoins, je suis sûr et certain, et c'est une vraie réalité, qu'il y a un problème de recrutement, mais je pense aussi qu'il y a un problème d'état d'esprit face à ça.
Je pense Ok, qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit de recrutement et qu'on recrute que quand on a besoin, alors qu'on devrait recruter tout le temps et être à l'écoute des opportunités. ok, très bien. Et du coup, concrètement, tu dis que tu recrutes tout le temps. C'est quoi? Tu mets des posts sur LinkedIn? Comment tu es toujours en recrutement? Qu'est-ce que tu mets en technique? C'est la partie un peu technique. Ben, on a des partenaires que ce soit les cabinets. Alors j'ai un cabinet de recrutement spécialisé sur Montpellier qui est toujours à l'écoute et qui sait que éventuellement je suis intéressé. Sur LinkedIn, des fois j'ai des candidatures spontanées, pareil, je reste à l'écoute et je demande. France Travail nous demande si on recrute, oui je recrute, alors que pas forcément. Mais en fait, c'est être capable de se dire non, je recrute pas actuellement, mais peut-être je peux avoir un bon profil qui se présente et je vais passer à côté parce que je dis que je recrute pas. Donc c'est dommage. Ok, intéressant. C'est super intéressant. Je pense qu'il y en a d'autres. J'espère qu'il y a quelques personnes qui prennent des notes là. Ça peut dire, ok, bon, on recrute tout le temps. On suit Franck, on va toujours recruter. Toutes les entreprises vont recruter toute l'année, donc bon, j'espère que. La force, les gens savent que je suis toujours intéressé, que je recrute. Donc, puisqu'on est en croissance, on a un groupe, on a des solutions, on est capable on a un curseur hein, quand on pilote. Moi, je suis capable d'envoyer x2 si je veux sur les commandes et sur les chantiers, mais je règle le curseur pour dire là, vu comme on est constitué, vu l'équipe qu'on a, on fait pas plus que ce qu'on est capable de faire. Mais demain, je trouve une opportunité d'un quelqu'un qui veut nous rejoindre ou qui a un potentiel et j'augmente ma capacité de pause, ben, j'envoie les watts et je prends du chantier, je prends du chantier, je prends du chantier. Et ma force, c'est de pouvoir alimenter toujours. J'ai cette capacité de toujours aller chercher du business. Donc après, j'ajuste entre la force de vente et la force de pause. Et pour ça, ça passe par un recrutement permanent. Alors, on a aussi des partenaires qui sont sous-traitants et qui viennent nous aider ponctuellement dans l'année, mais qui parfois veulent franchir le cap et nous rejoindre à 100%. Et ça aussi, ça passe par là, quoi. Je suis ouvert à tout, moi, de toute façon. Il Super. faut aller de l'avant, quoi. Ah, L'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est que ça, hein, c'est que des opportunités. Au début, c'était des membres de ma famille, puis c'était pas forcément l'idéal. Puis après, on a recruté, puis on n'a pas trouvé les bonnes personnes. Puis on a fait appel à un cabinet de recrutement spécialisé. Il faut avouer que quand même le recrutement, c'est chacun son métier. Et maintenant, on sélectionne mieux des personnes qualifiées et ils viennent pas juste chercher un travail. Ils viennent chercher une cohésion d'équipe, de l'entraide, de la solidarité et du lien humain. Ouais, ok, je te rejoins là-dessus. Puis en plus, je trouve que le fait de poster sur les réseaux sociaux, de te montrer nature comme t'es, et de montrer un peu l'équipe, comment elle fonctionne, bah, je pense que ça peut donner à beaucoup de personnes de la confiance et dire ah mais j'aimerais bien rejoindre cette équipe. Alors peut-être que ça changera pas grand-chose, mais je pense que c'est toujours intéressant pour un candidat de voir un peu comment l'entreprise fonctionne. Voilà, parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Et en fait, je le mets vraiment d'un point de vue comme ça extérieur, je pense. Et j'ai eu des retours là-dessus de dire bah ok, je vois une entreprise qui poste tous les jours sur les réseaux sociaux et il y a une super ambiance. Le chef d'entreprise a l'air super, bah, voilà, super cool, super nature. Bah, ça me donnera plus envie d'aller travailler avec lui. Donc c'est vraiment un système, un écosystème à implémenter Même. dans son entreprise, quoi. Ce qui est sûr par contre, c'est que je suis beaucoup plus prudent et très fébrile face à toutes les charges qu'on a. Quand tu embauches quelqu'un, tu sais pas si ça va marcher et ça te coûte déjà, avant même qu'il soit performant ou qu'il travaille, ça te coûte deux fois ce que tu lui donnes, voire deux fois et demi, voire trois fois en investissement, en charge. C'est incroyable comme. Donc j'avoue que des fois, je dis à la personne écoute, je suis pas trop sûr là, ça m'intéresse, mais pour aller jusqu'à t'embaucher, des fois j'aime bien démarrer sur un CDD parce que c'est Charge. trop douloureux. Malheureusement, il n'y a rien qui est fait pour nous aider à embaucher et aller de l'avant. C'est beaucoup trop cher. Le salariat en France est beaucoup trop cher, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, Non, des fois, je ne me paye pas parce que on préfère investir dans un salarié, dans un collaborateur. C'est pas normal. non, complètement. Donc ça rentre dans la balance aussi et dans l'état d'esprit recrutement. Recruter quelqu'un qui va coûter aussi cher sans savoir s'il est performant. Quel chef d'entreprise a envie d'accepter ça? Pas Tu beaucoup. vois, Non, non, bref. mais c'est un vrai. Ça mériterait un autre podcast, je pense, complètement de 4 heures. L'entrepreneuriat en France, Ouais, ouais. les charges françaises, ça mériterait un long podcast, je pense. Mais bon, là, on va dire, on va. Après, tu peux les prévoir et les anticiper, mais elles ne cessent d'augmenter considérablement. On a l'impression que
on baisse d'un côté et on nous monte de l'autre, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font de notre argent? En plus, on n'en sait rien. Les dividendes, c'est incroyable quand l'URSSAF tombe là et que tu payes autant de charges patronales et salariales. C'est démoralisant juste des fois, c'est incroyable. Surtout en comparaison de ce qui se passe dans les autres pays. On a des partenaires ou des clients ou des fournisseurs parfois espagnols, portugais. Il n'y a pas longtemps je suis allé en Bulgarie. C'est incroyable l'écart qu'il y a, la différence, le coût du travail entre la France et les autres pays. Enfin bref, moi je ne suis pas politique, rien du tout. Mais pratico-pratique, à un moment donné, nous, on s'est sortis pour créer une société, embaucher, créer de l'emploi, créer de la richesse. On n'est pas récompensé, on n'est pas encouragé, au contraire, on est taxé. Dès que tu fais une entreprise, dès que tu réussis, dès que tu performes, slack, taxe. Allez, merci, c'est pour l'État. Ouais, non, je te rejoins entièrement là-dessus. J'ai vu en plus il n'y a pas longtemps qu'ils ont passé les dividendes à 33%. Mais c'est aussi grâce à ce pays qu'on entreprend et qu'on peut bien vivre et qu'on a des... C'est avantage inconvénient. Enfin, moi, je suis content d'être français. Je ne quitterai pas la France pour autant. Mais je considère que quand même, ils pourraient faire un peu plus d'efforts. Et il y avait eu une politique en ce sens il y a certains temps où ils encourageaient les entreprises, ils aidaient à l'embauche, ils aidaient, je ne sais plus, je crois que c'était du temps de Sarkozy ou quoi, j'en sais rien. J'ai pas trop suivi, moi, la politique ne m'intéresse pas. Et je devrais peut-être, parce que je suis chef d'entreprise et puis ça a un impact sur mon économie. Mais ils font quoi pour aider surtout dans le bâtiment. La filiale bâtiment, je crois que c'est la deuxième plus grande entreprise de France. On embauche des millions de personnes et on nous tape sur la tête en fait. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Bon, on va clôturer ce sujet parce que sinon on pourrait passer des heures, je pense. Ouais. Voilà, je pense que il y a peu de chances que le gouvernement nous écoute sur ce podcast-là. Faudrait mettre. Non, mais même s'ils nous écoutent, ça ne servira à rien. Même s'ils nous écoutent. Il vaut mieux réfléchir à notre échelle à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre quotidien. Être conscient de, oui, il y a des charges, c'est normal, mais c'est aussi grâce à ce pays et grâce à son fonctionnement qu'à un moment donné, tu travailles et tes employés sont épanouis et tu peux leur verser des salaires, ils peuvent vivre, ils peuvent... Voilà, on travaille pour... On vit pas pour travailler en fait, c'est aussi ça. Donc on profite de la vie grâce à tout ce qu'il y a autour, le système de santé, le système de... Même si certains disent qu'il est défaillant, non, en vrai en France on est bien quoi. On est plutôt bien, on n'est pas à se plaindre. Quand moi j'ai eu la chance de vivre 4 ans aux États-Unis, quand juste pour aller te faire changer une dent ou j'allais te faire un scanner, tu dois payer $5 000, faut réfléchir à 4 fois. Quoi. Tu te dis, ouais, bon, c'est bon, finalement je veux bien. Quoi. Alors qu'en France, tu sais que tu peux y aller gratuitement, une ordonnance, donc c'est sûr que ça change tout. La vision est différente. Ok, très bien. J'ai une avant-dernière question pour toi. Et j'aimerais un petit peu, si un jeune demain venait te voir et demander, ok, j'aimerais monter ma boîte, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il est courageux et est-ce qu'il est bien accompagné? Sois bien accompagné. Tu aimes monter ta boîte, c'est bien, ok. Pourquoi? Quelles sont les raisons déjà? Pour quelles raisons tu veux monter ta boîte? Tu le fais pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? En 2 mots. Ok. Et qui t'accompagne pour ça? Ne le fais pas seul. Ok, super intéressant. Donc voilà, en tout cas, c'était jeune. Accompagne-toi. Lance-toi, je pense que voilà, lance-toi, vas-y. Mais par contre, faut savoir pourquoi tu le fais. Parce qu'au final, si tu as un pourquoi qui est plus grand que tous tes échecs, tu continueras et tu y réussiras. C'est sûr. Et là, on arrive à la question de l'invité. Alors, j'ai une question très particulière hier qui est un peu... laissée en juger par toi-même. Et après, tu pourras poser une question à l'invité du prochain podcast. La question, c'est, si tu avais tout, voilà, si tu avais tout ce que tu voulais, à quoi tu le serais? Comment je saurais si j'ai tout ce que je veux? Ouais. À quoi tu l'identifierais d'avoir tout ce que tu veux? Mais j'ai déjà tout ce que je veux, je le sais, mais c'est à l'humain qui est autour de moi, à ma famille. Le matériel pour moi n'est pas important du tout. Je pourrais être sous une tente du moment que j'ai ma femme et mes enfants. J'ai réussi. Ok, super question. En tout cas, c'est bien de finir là-dessus. Et du coup, maintenant, c'est à toi. Tu as une dernière mission. C'est, tu peux poser du coup une question au prochain invité de ce podcast. Ce que tu veux, perso, métier, fun, vision, ce qui te fait plaisir. Et ce sera un artisan du BTP comme moi? Ouais, ce sera un artisan. Alors ça peut être un fournisseur des fois, mais ce sera un artisan. Ce sera toujours dans le monde du bâtiment. Question, si tu as trop de travail, trop de commandes, trop de chantiers,
et qu'à l'inverse, ton confrère, lui, ben, il tire la langue, ben, tu ferais quoi? Est-ce que tu l'appelles et tu le contactes et tu discutes partenariat ou non? Ok, très intéressant. C'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de chances qui disent oui, je l'appelle et je lui donne du partenariat. On ne sait pas, hein, mais Ok, c'est une bonne question. Bah voilà, écoute, de toute façon, je t'enverrai le podcast quand il y aura la réponse, ouais. quand elle sera tournée. Puis du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Donc merci du coup, Franck, pour ton temps, aussi ta sincérité et tout ce que tu as pu partager, parce que je pense que c'était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir en apprendre et pouvoir aller de l'avant avec des visions différentes aussi. De chaque jour, on a une vision différente. Donc je pense que c'est toujours intéressant. Du coup, pour ceux qui veulent te découvrir, je mettrai tous tes liens en description, que ce soit LinkedIn. Est-ce que tu as d'autres liens que je te mette? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as des choses comme ça que je mette en description pour que les personnes puissent te contacter, te poser des questions si... Ouais, là où je suis le plus actif et le plus présent, c'est sur LinkedIn. Et bah écoute, voilà, je Il y a mettrai mes coordonnées directes dans ma fiche, et puis sinon par message, j'y suis tous les jours et je suis présent. Et bah voilà, je mettrai ton LinkedIn en description. N'hésitez pas à aller voir sur LinkedIn, c'est vraiment intéressant de voir un chef d'entreprise dans le bâtiment partager autant sur sa vie privée, sur sa vie entrepreneuriale. Et puis je te laisse le mot de la fin, Franck, c'est à toi de finir ce podcast, tu le finis comme tu le souhaites, et puis après on se retrouvera dans un prochain épisode. En rapport avec la voie du BTP, osez en parler, osez être vous-même, osez vous montrer. Merci Franck, et à bientôt dans la voie du BTP. Merci.